Il y a des films qui arrivent comme des, héritiers légitimes, solennels, presque dynastiques et puis il y a Maman, la maison est hantée, qui surgit dans la franchise Home Alone comme un cousin éloigné débarquant au repas de Noël avec un pull trop grand, une boîte de chocolat discount et malgré tout une sincérité presque désarmante. Nous ne sommes plus en 1990, nous ne sommes plus chez John Hughes, ni chez Chris Columbus, ni dans cette Amérique suburbano-capitaliste où la famille McAllister oubliait un enfant comme on oublie une valise trop légère. Nous sommes en 2012 dans un objet télévisuel fabriqué pour les fêtes, pour la programmation familiale, pour l'après-midi de décembre, où l'on plie du linge pendant que les guirlandes clignotent. Et pourtant, c'est précisément là que le film devient intéressant. Non pas comme chef-d'œuvre caché, ce serait forcer le coffre-fort, mais comme le symptôme, comme ruine miniature, comme maison hantée par une franchise qui refuse de mourir. Car le vrai fantôme du film, ce n'est pas le gangster supposé hanter la maison des Baxter. Le vrai fantôme, c'est Kevin McAllister, c'est Macaulay Culkin, c'est John Williams, c'est le slapstick cruel des deux premiers films, c'est ce souvenir collectif d'un cinéma populaire américain où Noël était à la fois chaleureux, consumériste, violent, burlesque et étrangement mélancolique. Maman, la maison est hantée n'est pas hantée par des spectres, il est hanté par le cinéma lui-même, ou plutôt par son propre passé industriel. La saga Home Alone commence avec une idée d'une pureté presque primitive. Un enfant seul défend le foyer contre des intrus. C'est le western domestique. Le ranch est une maison de banlieue. Les Indiens sont des cambrioleurs. Le fusil est remplacé par des pots de peinture, des poignées brûlantes et des jouets au sol. Kevin McAllister n'est pas simplement un enfant rusé. Il est le petit propriétaire américain, le gardien du seuil, le shérif en pyjama. Dans le premier film, la maison est un territoire mythique. Chez Chris Columbus, elle est filmée avec une rondeur de conte, une lumière publicitaire, une profondeur de champ rassurante. Mais John Hughes, derrière cette apparente douceur, injecte une noirceur morale. L'enfant est abandonné parce que la famille moderne est devenue une machine bruyante, hystérique, logistique. Kevin disparaît dans le chaos familial comme un colis perdu dans un centre de tri. Avec Home Alone 2, le dispositif s'élargit. La maison devient New York. Kevin devient touriste, roi. Et le film assume une dimension presque impériale. Le Plaza, Central Park, Duncan's Chest. L'enfant ne protège plus seulement un foyer, il circule dans le grand décor du capitalisme enchanté. Puis la saga s'éloigne. Home Alone 3 change de famille, d'enfants, de menaces. Home Alone 4 tente maladroitement de ressusciter les McAllister sous forme télévisuelle. Et Maman, la maison est hantée, fait quelque chose d'encore plus curieux. Il ne tente plus vraiment de retrouver la magie originale. Il en garde la structure comme on garde la charpente d'une vieille bâtisse, mais il y ajoute un folklore, la maison hantée, le fantôme de gangster, le cambriolage d'art, la panique technologique. C'est un film qui ressemble moins à un vrai prolongement qu'à une chambre d'écho. On y entend encore les bruits de pas de la saga, mais dans un couloir vide. Le réalisateur Peter Hewitt n'est pas un inconnu. Sa filmographie comprend notamment Bill et Ted's Bogus Journey, The Borrowers, Garfield, Thunderpants, The Maiden Heist et donc Home Alone, The Holiday Heist. Ce parcours est important. Hewitt appartient à une catégorie de cinéastes souvent méprisée, celle des artisans de l'imaginaire familial, des films pour enfants bizarres, parfois bancals, souvent plastifiés, mais traversés par une vraie logique de cartoon. Bill et Ted's Bogus Journey, par exemple, est un film beaucoup plus étrange qu'on ne le dit. Une comédie adolescente qui flirte avec la mort, le double maléfique, le voyage métaphysique, le jeu de société avec la faucheuse. The Borrowers travaille déjà sur l'échelle, la maison comme monde, les objets domestiques transformés en paysages d'aventure. Même Garfield, aussi synthétique soit-il, reste une tentative de faire cohabiter corps réel, gag numérique et paresse anthropomorphe. Dans Maman, la maison est hantée, Hewitt ne peut évidemment pas déployer un grand cinéma visuel. Le cadre télévisuel impose ses limites. Éclairage fonctionnel, rythme de diffusion, scènes souvent découpées pour l'efficacité plutôt que pour la mise en scène. Mais il y a malgré tout une cohérence dans son choix. La maison est un mécanisme, un plateau de jeu, un organisme truqué. Ce n'est pas la maison labyrinthique de The Hunting de Robert Wise, ni le piège métaphysique de Poltergeist, mais une maison de téléfilm devenue terrain de bricolage. La mise en scène n'atteint jamais le génie chorégraphique du premier Home Alone, où chaque piège avait une lisibilité quasi musicale. Chez Columbus, la douleur des cambrioleurs a obéissé à une partition. Atteinte, déclenchement, impact, contre-champ, cri, chute. Ici, les pièges sont moins mémorables, plus technologiques, moins physiques aussi. Ils appartiennent à un autre monde, celui de l'enfant connecté, du gadget, de l'écran, du jeu vidéo. Le film remplace en partie la brutalité burlesque par une logique de dispositif. Autrement dit, Kevin était un bricoleur analogique, Finn est un enfant numérique. Le héros, Phil Baxter, est un enfant de 10 ans qui vient de déménager de Californie vers le Maine. Disney Plus résume le cœur du film ainsi. Finn et sa sœur se retrouvent seuls pendant les vacances.
face à un trio de criminels maladroits mené par Malcolm McDowell, tandis que Finn utilise gadgets et pièges high-tech pour protéger la maison. Ce déplacement géographique est déjà parlant. On quitte le soleil californien pour une maison froide, neigeuse, supposément hantée. Le film réactive un motif gothique très ancien, l'enfant transporté dans une demeure hostile. C'est un ressort que l'on trouve dans les récits de maisons hantées, du roman gothique anglais jusqu'à The Others d'Alejandro Amenábar. L'enfant ne comprend pas le lieu, donc il imagine peuplé de forces invisibles. Mais ici, cette peur n'est pas seulement surnaturelle, elle est aussi sociale. Finn ne veut pas être là, il ne veut pas s'adapter, il préfère se réfugier dans le jeu vidéo. Il est l'enfant de 2012, celui dont la solitude n'a plus besoin d'un oubli familial spectaculaire. Kevin était abandonné physiquement. Finn est déjà absent avant même que ses parents partent. Il est là, mais absorbé par ses écrans. C'est l'un des angles les plus intéressants du film. L'abandon n'est plus un accident logistique, c'est un état contemporain. La famille est présente, oui, mais chacun vit dans sa capsule. La sœur est connectée, Finn joue, les parents essaient de recréer du lien. Le Home Alone n'a plus besoin de billets d'avion ratés. La maison moderne produit elle-même ses petites solitudes. Le film n'exploite pas cette idée avec une grande finesse, soyons honnêtes. Il l'énonce plus qu'il ne la travaille, mais elle est là, sous la couche de sucre glace, et elle donne au téléfilm un parfum de transition. Nous passons de l'enfant des années 90, qui regarde des films de gangsters à la télévision, à l'enfant des années 2010, qui pense le réel à travers les interfaces, les alertes, les contrôleurs, les systèmes. Kevin imitait le cinéma, Finn imite le jeu vidéo. Le titre français, Maman, la maison est hantée, est presque plus intéressant que le titre original, The Holiday Heist. Le titre américain insiste sur le casse de Noël, le heist, le vol organisé. Le titre français tire le film vers le fantastique, vers la peur enfantine, vers le Scooby-Doo domestique. Et c'est exactement ce que le film fait. Il propose un faux film de maison hantée, c'est-à-dire un film où le surnaturel sert de malentendu. On pourrait y voir une version très édulcorée de The Cat and the Canary, des vieux films de manoir ou des épisodes de Scooby-Doo, où le fantôme est toujours un escroc masqué, un propriétaire véreux, un criminel déguisé. Le fantastique est une hypothèse provisoire que la rationalité finit par balayer. Mais dans une lecture plus cinéphile, La maison hantée est aussi une métaphore de la franchise. Comme beaucoup de suites tardives, Maman, la maison est hantée vit dans un bâtiment déjà occupé. Les murs ont une mémoire, chaque scène de piège rappelle une scène meilleure, chaque voleur maladroit rappelle Harry et Marv, chaque cri appelle le souvenir de Joe Pesci et d'Anne Stern. Le film n'est pas hanté parce qu'il parle de fantômes, il est hanté parce qu'il existe après un classique. C'est le problème des franchises longues, elles deviennent des maisons patrimoniales. On y revient, mais on ne sait plus très bien si l'on visite, si l'on cambriole ou si l'on profane. L'autre grève générique du film, c'est le film de casse. Les voleurs ne cherchent pas seulement de l'argent ou des bijoux, ils veulent récupérer un tableau d'Edward Munch, supposément caché dans la maison. Le scénario déplace donc le cambriolage vers un imaginaire de l'art volé, du trésor caché, de la valeur invisible. C'est évidemment très loin de Top Capi de Jules Dassin, de Of to Steal a Million de William Wheeler, de The Thomas Crown Affair ou même du raffinement mécanique d'un Fifi. Ici, le cast n'a pas la sensualité du silence, de la préparation, des gestes précis. Il appartient davantage au cartoon familial. Les criminels sont moins des professionnels du vol que des figures de carnaval. Mais cette idée du tableau caché est intéressante parce qu'elle introduit une autre forme de hantise. La maison contient une image enfouie. Dans le cinéma gothique, la maison cache souvent un cadavre, un secret familial, une faute ancienne. Ici, elle cache une œuvre d'art. Le secret n'est pas moral, il est marchand. Le spectre n'est pas un mort, c'est une valeur. Voilà peut-être le plus beau sous-texte involontaire du film. Dans l'Amérique de Home Alone, même les fantômes sont remplacés par des objets cotés. Il faut parler de Malcolm McDowell, parce que sa présence est le vrai luxe étrange du film. Voir l'acteur de A Clockwork Orange, du regard vrillé chez Kubrick, débarquer dans un téléfilm familial de Noël, c'est une collision de plaques tectoniques cinéphiles. McDowell joue Sinclair, chef des voleurs, et sa seule présence injecte une ironie presque radioactive. Dans Orange Mécanique, McDowell était le visage d'une jeunesse ultra-violente, stylisée, musicale, inquiétante. Dans Maman, la maison est tentée, il devient un cambrioleur de programme familial, condamné à recevoir l'humiliation rituelle promise par la franchise. C'est fascinant parce que Home Alone est lui-même une série fondée sur la violence comique. Le spectateur rit de corps adultes martyrisés par un enfant. La différence est que cette violence a été rendue acceptable par le cadre de Noël, la morale familiale et la tradition du cartoon. La présence de McDowell rappelle donc, malgré elle, que le burlesque de Home Alone repose sur une cruauté très réelle. La franchise a toujours été une version enfantine du cinéma de siège. Dans Straw Dog, une maison est défendue par un homme poussé à la violence. Dans Home Alone, elle est défendue par un enfant qui transforme son foyer en machine de guerre. Chez Sam Peckinpah, c'est tragique. Chez Chris Columbus, c'est hilarant. Chez Peter Hewitt, c'est télévisuel. Donc amorti, capitonné, empaqueté.
Mais McDowell avait, que son visage de survivant de grand cinéma provocateur des années 70, fait entrer un courant d'air. Il rappelle qu'un voleur humilié par un enfant, c'est aussi une figure de domination inversée, un carnaval sadique, une punition publique. Le film ne le sait peut-être pas, mais son casting le sait à sa place. Face à Finn, les criminels sont Sinclair, Jessica et Hughes. Debbie Mozart apporte une énergie de second rôle américain très identifiable, une présence tranchante presque pop. Eddie Staples, lui, amène une dimension plus lunaire, plus souple. Le trio n'atteint jamais l'alchimie Harry et Marv, parce que il manque ce que Pesci et Stern avaient de fondamental, une complémentarité de corps. Harry était compact, nerveux, colérique. Marv était long, flasque, hébété. Ils composaient un duo du burlesque classique, presque Laurel et Hardy, passé par la petite criminalité. Dans Maman, la maison est hantée, le trio fonctionne davantage comme un assemblage de fonctions, le chef, la complice, le comique. C'est efficace mais moins mythologique. Et pourtant, cette fatigue fait partie du charme étrange du film. Les voleurs de Home Alone sont devenus des employés de franchise. Ils arrivent, ils échouent, ils tombent, ils repartent. Ils savent inconsciemment qu'ils sont là pour souffrir, comme dans une tragédie grecque en chaussettes mouillées. La présence de Jodelle Ferland est également savoureuse. Pour beaucoup de spectateurs, elle renvoie à un imaginaire fantastique plus sombre, notamment Silent Hill et Thailand. Dans Maman, la maison est hantée, elle joue Alexis, la sœur de Finn. Le film ne lui donne pas une matière dramatique immense, mais son image d'actrice transporte avec elle une mémoire de cinéma autrement plus inquiétante. C'est l'un des plaisirs de ce genre d'objet. Les castings fabriquent parfois des sous-textes, plus riches que le scénario. Ferland apporte une petite ombre gothique à un film qui n'ose jamais vraiment devenir gothique. Elle est comme une porte entr'ouverte vers un autre film possible, un Home Alone plus noir, plus ambigu, où la maison serait réellement hantée, où l'enfant confondrait défense domestique et délire paranoïaque, où les pièges ne seraient plus seulement des gags mais des symptômes. Ce film-là n'existe pas, mais il hante celui-ci. Il faut être juste. Maman, la maison est entière n'a pas la texture du cinéma. Il a la texture du téléfilm familial nord-américain des années 2010. Lumière propre, cadre fonctionnel, montage sans aspérité, musique utilitaire, décor lisible, absence de danger véritable, rien ne déborde, rien ne coupe, rien ne blesse vraiment. C'est là que le film se sépare radicalement des deux premiers volets. Home Alone et Home Alone 2 étaient déjà des machines commerciales, mais ils avaient une ampleur, le grain de la pellicule, la partition de John Williams, la direction d'acteur, le sens du décor. Columbus savait fabriquer une imagerie. Il avait une manière de faire briller les intérieurs, de transformer Noël en état psychologique. Même la peur de Kevin face au vieux Marley ou à la cave avait une vraie mise en scène de l'imaginaire enfantin. Dans Maman, la maison est hantée, le monde est plus plat. C'est un film où tout semble avoir été conçu pour être compris immédiatement depuis un canapé entre deux publicités ou des notifications. Il ne demande pas la salle, il ne demande pas l'obscurité, il appartient à l'économie du flux. Mais cette platitude est aussi historiquement intéressante. Le film raconte la transformation d'une franchise de cinéma en contenu familial de plateforme. Il est le chaînon entre le cinéma de Noël et de salle et l'algorithme de Noël. Il annonce quelque chose de notre époque. Les franchises ne meurent plus, elles se redimensionnent. Elles passent du grand écran au téléfilm, du téléfilm à la plateforme, de la plateforme au souvenir automatique. Le cœur de Home Alone, c'est le burlesque, plus précisément le slapstick punitif. Le gag ne consiste pas seulement à faire tomber quelqu'un, il consiste à préparer la chute, à donner au spectateur une avance cognitive, puis à offrir l'impact comme récompense. Chaplin, Keaton, Lloyd, Laurel et Hardy, tout le cinéma burlesque repose sur une science du corps mis en péril dans un espace lisible. Dans les deux premiers Home Alone, la maison est un instrument. Kevin compose une symphonie de souffrance. Les cambrioleurs entrent dans un espace déjà écrit contre eux. Le spectateur connaît les pièges, attend leur déclenchement, savoure l'inévitable. Dans Maman, la maison est hantée, le burlesque est moins précis. Il y a des pièges, bien sûr, mais ils ont moins de poids physique. Ils sont plus gadgets, moins matière. Le film ne retrouve pas ce génie simple du premier obus. Une bille, un clou, une poignée brûlante, une chute d'escalier, là où Columbus filmait la douleur comme une chorégraphie, Evite filme souvent l'effet comme une étape narrative. Cela ne veut pas dire que tout échoue, mais le film appartient à un âge où la comédie familiale a peur de la vraie brutalité. Les corps encaissent mais sans que l'on sente vraiment les os. Tout est amorti par la certification familiale, par l'esthétique Disney compatible, par la politesse du téléfilm. Le premier Home Alone avait quelque chose de Tex Avery, celui-ci a quelque chose d'un parc de jeux indoor. La saga Home Alone a toujours eu un rapport ambivalent à Noël. Noël y est à la fois un décor, une excuse, une morale, une marchandise et une mélancolie. Le premier film fonctionne parce que Kevin, après avoir goûté à la toute-puissance solitaire, découvre qu'il veut le retour de la famille. La fête devient le moment où le manque se révèle. Dans Maman, la maison est hantée, la mécanique émotionnelle est plus faible. Le film coche les cases, déménagement, adaptation, famille, courage, maison à protéger, fête. Mais le miracle ne prend jamais complètement. La raison est simple, l'absence n'a pas été assez douloureuse. Kevin était seul contre un monde immense. Finn, lui, est surtout au centre d'un dispositif d'aventure. On ne sent pas la solitude comme gouffre, mais comme situation scénaristique.
Et pourtant, le film a une douceur mineure, presque honteuse, mais réelle. Il appartient à cette catégorie de films que l'on ne défend pas pour leur grandeur, mais pour leur fonction. Être là, remplir une soirée, ajouter du bruit de neige, offrir à des enfants une version inoffensive de danger. La cinéphilie ne doit pas toujours regarder les objets mineurs avec mépris. Elle peut aussi les regarder comme des ornements pauvres, des santons industriels, des bibelots de franchise. Le motif le plus beau, involontairement, reste celui du tableau caché. Un tableau d'Edward Munch dans une maison de Home Alone, voilà une idée presque surréaliste. Munch, c'est l'angoisse moderne, le cri intérieur, la solitude métaphysique. Le cri n'est jamais loin dès qu'on prononce son nom. Et que fait la franchise Home Alone, sinon décliner des enfants qui crient dans des maisons trop grandes? Macaulay Culkin, main sur les joues, bouche ouverte, visage sidéré, l'affiche de Home Alone est presque une version pop du cri munchien. L'enfant y devient icône de panique comique. Dans Maman, la maison est hantée, le fait qu'un Munch soit caché dans la maison est quelque chose de merveilleusement absurde, comme si la franchise avouait que son image fondatrice était déjà un tableau expressionniste transformé en produit familial. La maison contient donc peut-être son propre secret esthétique. Derrière les gags et derrière les chutes, derrière les décorations de Noël, il y a une angoisse, celle d'être seul, celle d'être oublié, celle de devoir défendre un monde que les adultes ont abandonné. Mais le film ne formule jamais ça, mais la cinéphilie sert aussi à entendre ce que les films murmurent malgré eux. On pourrait classer Maman, la maison est hantée dans plusieurs familles. D'abord la famille évidente, Home Alone 2, Home Alone 3, Home Alone 4. Là, il apparaît comme un épisode tardif, plus modeste, plus télévisuel, moins incarné. Ensuite, la famille du faux fantastique enfantin. Scooby-Doo, certains épisodes de Chair de poule, la comédie de Maison hantée, où le surnaturel est moins une menace qu'un malentendu. Le film ne cherche pas la peur, mais l'excitation de la peur. Puis, la famille du film de piège domestique. Mouse Hunt, The Borrowers, parfois même Gremlins, pour le chaos dans le foyer, même si Gremlins est mille fois plus anarchique, plus mordant, plus punk. On pourrait aussi évoquer Panic Room de David Fincher, mais en version chocolat chaud. Des intrus, une maison, un espace à défendre, des technologies de surveillance, une cellule domestique menacée. Chez Fincher, le foyer moderne devient bunker anxiogène. Chez Hewitt, il devient terrain de jeu. Et enfin, il y a la parenté avec les films de Noël manufacturés, ceux où la neige est toujours propre, où les conflits sont calibrés, où la peur dure le temps nécessaire avant le retour au foyer. Maman, la maison est hantée appartient à cette étrange industrie de la consolation. Il faut le dire franchement, le film n'est pas bon au sens classique. Il manque d'invention visuelle, de méchanceté burlesque, de densité émotionnelle. Le scénario avance comme une checklist. Les personnages secondaires sont fonctionnels. La maison n'a pas une identité assez forte. Le titre promet une demeure hantée, mais le film ne pousse pas assez le gothique. Le casse d'art aurait pu ouvrir une fantaisie plus folle. Il reste un prétexte. Le plus gros problème, c'est que le film semble parfois avoir peur de son propre concept. Une maison hantée dans Home Alone, c'était une excellente idée. On pourrait imaginer un film où l'enfant utilise les codes du film d'horreur pour faire fuir les cambrioleurs. Voix dans les murs, silhouettes, faux ectoplasme, projection, piège inspiré par Poltergeist, The Changeling, Beetlejuice, House de Steve Miner. On pourrait faire du foyer un théâtre de fantômes bricolés, un Méliès de Noël. Mais le film reste sage, trop sage. Il met un drap sur l'idée puis range le drap. Et pourtant, il serait injuste de l'écraser, car le film a des qualités modestes. D'abord, il ne tente pas de refaire les McAllister. Après l'étrange Home Alone 4, qui bricolait une continuité avec Kevin sans la chair originelle, Maman, la maison est tentée a au moins l'honnêteté de repartir avec une autre famille. C'est une meilleure stratégie. La franchise devient formule non mythologie. Ensuite, l'idée de la maison hantée apporte une variation, même insuffisamment exploitée. Elle donne une couleur au film, le déplacement vers le Maine, le froid, le vieux récit de gangster, la maison nouvelle, tout cela crée une petite ambiance. Enfin, Malcolm McDowell, Debbie Mazar et Jordel Forland apportent des échos cinéphiles que le film n'a pas forcément mérité, mais dont il bénéficie. Ce sont des présences qui chargent l'objet, qui le rendent plus curieux que son cahier des charges. Alors, que faire de Maman, la maison est hantée? Il ne faut pas le hisser artificiellement au rang de grand film malade. Ce n'est pas Halloween 3. Ce n'est pas une anomalie géniale réévaluée par les cinéphiles du futur. C'est un téléfilm familial de franchise avec ses limites, ses mousses protectrices, ses angles rabotés. Mais il mérite d'être regardé comme un objet spectral. Il raconte ce qui arrive aux franchises quand elles survivent à leur nécessité. Elles deviennent des maisons hantées. Elles changent des propriétaires, de chaînes, d'époques, d'enfants, de voleurs, mais elles continuent d'abriter le même cri initial. Un enfant seul, une maison menacée, des adultes ridicules. Noël comme machine à réparer le monde. Le film est mineur, oui, mais dans son insignifiance même, il dit quelque chose de la culture populaire. Un classique ne disparaît jamais vraiment. Il se dégrade, se recycle, se télévise, dédouble, se vend en collection, se glisse sur Disney+, revient sous un titre français opportuniste et continue de faire tomber des cambrioleurs dans des pièges. Maman, la maison est hantée est donc moins un film hanté qu'un film hantise. Il n'a pas de fantôme crédible à l'écran, mais il transporte un énorme dans ses murs. Celui de Maman, j'ai raté l'avion. Classique impossible à égaler, maison mère impossible à quitter.
Et au fond, c'est peut-être cela le dernier gag de la franchise. Depuis 1990, tout le monde essaye de rentrer dans la maison de Kevin, même les suites, surtout les suites.